Bonsoir et bienvenue sur le podcast du Curateur du Futur, épisode 3. Comme promis, je continue de mettre à votre disposition un résumé commenté du dernier livre de Frédéric Lordon, Figures du communisme. Après un premier épisode consacré au prologue et un deuxième court épisode sur l'introduction, j'entame à présent le gros du travail, à savoir tenter de présenter dans des épisodes de longueur raisonnable les trois grandes parties de son bouquin. Je rappelle à nouveau que j'ai choisi de résumer son travail de manière non académique, c'est-à-dire que je m'accorde la liberté de passer du commentaire à l'analyse, de l'analyse à l'explication, et ce en mettant l'accent sur ce que je trouve le plus intéressant. Alors sans plus tarder, épisode 3 du Commentaire du futur, Frédéric Lordon, Figures du communisme, chapitre 1, Les forces de l'inconséquence. Première partie. Tout d'abord, je veux contextualiser la première intention de Frédéric Lordon, qui peut se résumer ainsi. Enterrer les postures moralisatrices et inconséquentes qui ont cours dans l'establishment intellectuel. On dit souvent que la gauche politique et intellectuelle est divisée. Bien qu'il soit regrettable de constater le déficit de démocratie au sein de chaque camp politique et surtout dans cette grande famille, je mets des guillemets, qu'on appelle la gauche, il y a de véritables lignes de fracture au sein de ce camp, même si on le restreint à la gauche véritablement anticapitaliste. Et, selon moi, il en existe bien plus qu'au sein de la droite. Dans cette première partie, Frédéric Lordon se porte volontaire pour analyser et démasquer plusieurs positions et postures intellectuelles qui, selon lui, nous condamnent à l'impuissance politique, tandis que le capitalisme continue de mettre en péril nos vies. La première prison intellectuelle qu'il décrit découle directement de ce que le capitalisme néolibéral a très largement infusé dans notre société comme une véritable croyance religieuse. À ceci près que les religieux, eux, ont appris à tolérer les athées avec le temps. Parce que le capitalisme néolibéral a pour ambition de refaçonner toute la société et a pendant longtemps fantasmé que nous serions des homo economicus, il est très difficile, même lorsque l'on conçoit que quelque chose ne va pas, de penser en dehors du cadre, car il faudrait d'abord commencer par percevoir les bords de ce cadre, et donc la possibilité d'une autre organisation du monde. De manière générale, toutes les dominations tentent de naturaliser l'ordre des choses pour faire oublier qu'il s'agit d'un construit social, et qu'il y a d'autres configurations possibles. Les rapports entre hommes et femmes seraient naturels, les différences entre races le seraient aussi, les comportements humains seraient définis par une nature humaine, bonne ou mauvaise, altruiste ou égoïste. L'économie et le marché obéiraient à des lois naturelles. Le capitalisme ne fait pas exception à cette règle, et on nous présente ce construit social comme naturel, comme obéissant à des lois immuables. Combien de fois vous a-t-on dit « c'est comme ça » ? Pourtant, aujourd'hui, c'est la nature, la vraie, qui nous revient en pleine face, alors que le capitalisme avait tenté d'ignorer son fonctionnement et ses limites. L'écosystème, lui, obéit à de véritables lois physiques. Mais les dominants préfèrent suivre des lois pseudo-naturelles, créées de toutes pièces, et se persuader qu'on peut continuer à produire et vendre tout en violant les lois de la physique. Alors, quand les scientifiques viennent nous rappeler les lois de la physique, on les décrédibilise, on les juge trop militants, trop idéologues. Mais c'est tout simplement que leurs connaissances, bien que suivant les lois de la physique, ne suivent pas les lois du capital, comme les principes de l'économie de marché. Histoire de mettre tout le monde face à la vérité, Lordon joue le jeu de la crédibilité en mentionnant un rapport commandé par l'armée américaine fin 2019 sur la fragilité du réseau électrique et le danger épidémique sur fond de changement climatique. Résultat, il y a un véritable risque que l'infrastructure militaire américaine ne tienne pas le choc d'ici 20 ans. Et pourtant, l'idéologie néolibérale fait tout pour nous empêcher de tirer les conséquences de la situation désastreuse dans laquelle nous sommes. On nous dit que c'est l'homme qui a causé ces problèmes. On appelle d'ailleurs l'ère géologique dans laquelle nous sommes entrés anthropocène. Sauf que ça n'est pas l'homme qui cause la dérive climatique, c'est le capital. L'homme n'est pas par essence mauvais pour la planète. C'est la manière dont ses activités sont agencées qui est en cause. Il ne faut donc pas parler d'anthropocène, mais de capitalocène. Alors on peut bien continuer à pleurer et prier les dominants d'écouter la science.
Pourquoi les capitalistes entendraient le message, puisque les conclusions qui doivent être tirées remettraient en cause le système même qui les a érigés en maîtres? Autant leur demander de scier la branche sur laquelle ils se trouvent. Les scientifiques nous disent de changer nos modes de vie. Les journaux relaient ces appels allègrement. Mais dans les mêmes éditions, où ils tirent la sonnette d'alarme, beaucoup de journalistes relaient aussi la nécessité d'apaiser les marchés, de faire les réformes nécessaires, de libérer l'innovation. Bref, il faudrait que nous changions nos modes de vie sans changer le cadre qui détermine beaucoup la manière dont nous agissons. Comme si les journaux refusaient de voir le lien. Comme s'il était impossible de comprendre que plus on privatise, plus on marchandise, plus on capitalise, plus on met des pièces dans la même machine à détruire. Accepter les conditions environnementales, c'est impossible pour une entreprise cotée en bourse. Risque de faillite, risque d'être achetée, risque de ne plus être concurrentiel. Comment vivre sobrement quand ça ferait baisser les chiffres d'affaires? Le capital ne tolère pas l'athéisme vis-à-vis de cette croyance. Dans la partie suivante, Frédéric Lordon prend le temps de démontrer que les solutions écologiques du capitalisme sont une vaste blague. Car toutes les modes marginales et les petits gestes mis bout à bout ne permettront jamais réellement une modification des modes de vie. On le sait, le capitalisme a toujours besoin que les volumes augmentent pour survivre. Ils ne peuvent pas réduire. Le capitalisme a donc besoin d'une croissance infinie. Le monde physique, quant à lui, est fini. Cette nécessité du capital de croître est une fondation tellement forte qu'il est quasi impossible de penser en dehors d'elle. Lordon nous offre ensuite un petit florilège des sophismes qui servent d'argument pour le capitalisme vert. Le capitalisme, c'est l'innovation. L'innovation permet de résoudre les problèmes. Donc, le capitalisme résoudra les problèmes grâce à ces innovations. La technologie permettra de décarboner l'atmosphère. L'humanité mettra à profit les ressources des autres planètes. Il y aura toujours une nouvelle frontière, de nouveaux territoires à explorer. Voilà encore le mythe de la frontière, mythe fondateur de la société américaine et consubstantiel de la logique capitaliste. Pour les capitalistes, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les produits financiers sont instables? Créons-en de nouveaux pour régler le problème. Les nouveaux produits financiers deviennent instables à leur tour? Créons-en encore des nouveaux pour régler ce nouveau problème. On l'a déjà fait avant, ça a fonctionné, on peut le refaire. Mais même si on admettait que le capitalisme a cette capacité de trouver des solutions quand il y a des obstacles, encore faudrait-il qu'il n'y ait qu'un seul problème en face de nous. Si encore il n'y avait que le carbone. Mais ce n'est qu'un des nombreux désastres écologiques en marche. Mais comme il est plus agréable de ne pas y faire face, il est plus simple de se raconter des histoires dans lesquelles il y a toujours une sortie magique par le haut qui permet d'éviter la confrontation. Car le capitalisme ne semble plus admettre la confrontation à l'intérieur de son propre cadre. Toute mesure qui ne serait pas au préalable compatible à ce cadre n'est pas acceptable. Exemple, on a bien vu avec la Convention sur le climat que les propositions qui sortaient du cadre néolibéral ont vite été redéfinies, recadrées par le président et sa majorité. Il faut rappeler qu'on ne peut pas être révolutionnaire en conservant le cadre existant. La révolution conservatrice n'existe pas. Il y a révolution ou il n'y a pas révolution. C'est la raison qui fait que, à chaque fois que le président tient des discours hors de son propre cadre idéologique, ses paroles ne peuvent être suivies de faits. Ça n'est que de cette façon qu'on peut écrire un livre intitulé Révolution et ensuite prendre ses fonctions de président en paradant de manière jupitérienne. Pour Lordon, le capital ne veut plus céder un pouce de toute manière. L'aménager significativement semble lui être désormais inacceptable. Par conséquent, pas de capitalisme vert, pas de capitalisme durable, pas d'épithète possible qu'on puisse accoler à ce mot. Et puisque le capitalisme ne peut tolérer de sortir de lui-même, la notion même de transition semble profondément inadéquate. Lordon conclut cette première partie avec une citation d'Hervé Kempf. Je cite : « Ce sera lui ou nous